Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale rien que pour vous tous les soirs de la semaine en direct. On va parler santé ce soir. Que savez-vous vraiment des hépatites? Tout le monde a déjà entendu le mot, mais quels sont les symptômes? Quelles précautions faut-il prendre? Des états généraux sont consacrés demain à Strasbourg à cette maladie. Du sport évidemment comme chaque lundi soir avec un gros programme cette semaine. Du handball féminin, il était à l'honneur au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Du handball en fauteuil, ce sera la découverte de cette semaine avec nos invités après le tournoi de Célestat, du rugby, du waterpolo, du football et de l'escrime avec la rencontre d'une Alsacienne sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo. Tout ça, ce sera dans Top Sport avec Marine Zis. Et puis on va parler gastronomie avec une émission un petit peu particulière dans le grain de sel de cette semaine, la rediffusion d'une émission consacrée au chef Frédéric Morisset que Nicolas Riffel avait rencontré chez lui à Saint-Louis il y a quelques années. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, à 7 semaines des élections municipales, notre journal de campagne fera étape ce soir à Colmar et Mulhouse. À Lingolsheim, le collège Galilée a été inauguré ce matin après 5 ans de travaux et puis nous prendrons la direction de Kems pour observer les oiseaux migrateurs de passage dans la région. Et c'est une rentrée de janvier pas tout à fait comme les autres. Au Collège Galilée à Lingolsheim, après 5 ans dans des préfabriqués, les élèves et enseignants ont pu intégrer un établissement entièrement réhabilité. Adrien Labi. Une rentrée pas comme les autres au Collège Galilée de Lingolsheim. Depuis le 6 janvier, élèves et professeurs ont quitté les bâtiments préfabriqués qu'ils occupaient depuis 5 ans pour intégrer un établissement en remise à neuf. Alors depuis 15 jours, dans la salle des professeurs et dans la cour, c'est un peu la fête. Une forte joie, beaucoup d'émotions. La toute première heure où les élèves ont franchi le portail du collège, sont rentrés dans cette nouvelle cour. Et puis, l'émerveillement. Pour nous, c'était encore Noël, parce qu'ils étaient complètement émerveillés par ces nouveaux espaces, ces bâtiments agréables et tout le confort qu'ils découvraient là. Chacun se souvient de la rentrée 2014. La structure du bâtiment est fragilisée, le collège ne peut ouvrir, les élèves sont déplacés en urgence vers d'autres établissements. Se dire à 10 jours de la rentrée que le collège ne pourra pas ouvrir et que je ne prends pas le risque d'y laisser travailler des enfants et des enseignants, c'est une décision lourde de conséquences. Il a fallu presque 6 ans pour la réparer. Dès mars 2015, des préfabriqués sont installés pour que les élèves puissent reprendre les cours à Lingolsheim, mais l'avenir de l'établissement reste incertain. Finalement, le conseil départemental fait le choix d'une réhabilitation. 8 millions d'euros seront nécessaires pour financer le chantier qui commence en juillet 2018. Un long parcours fait de beaucoup de convictions, d'engagement tout d'abord pour décider de restructurer le Collège Galilée et ensuite de décider comment le restructurer. C'est-à-dire évidemment le sécuriser, mais on a souhaité aller bien au-delà pour au final avoir un nouveau Collège Galilée au goût du jour, des nouvelles normes thermiques, écologiques et bien sûr aussi pour avoir une pédagogie innovante du XXIe siècle. Terminé dans les temps, l'établissement a pu ouvrir en ce début 2020. Une fois n'est pas coutume, le retour des vacances de Noël s'est fait avec le sourire, même pour les élèves qui n'avaient connu que les bâtiments en préfabriqué. C'est plus grand, c'est plus lumineux et on est plus, les salles sont beaucoup plus grandes et j'ai l'impression qu'un peu les profs sont de plus bonne humeur, On a plus le droit de courir, on est moins serré et voilà quoi. Il y a plus de place pour tous les élèves. Dans la cour par exemple. C'est surtout la cantine, c'est plus stylé, c'est plus grand, on a plus de place et y a les chauffages, ils marchent. Ouais, il est super, on a un nouveau CDI, on a plus de salles informatiques et la cantine est super, il y a des nouveaux moyens, maintenant on doit mettre des codes et tout pour pouvoir passer et c'est beaucoup mieux. La réouverture du bâtiment historique du collège Galilée clôt un dossier épineux à Lingolsheim. Chacun espère que l'avenir ne leur réservera plus de mauvaises surprises.
Et puis enseignement toujours dans certains lycées, c'est aujourd'hui qu'ont débuté les épreuves de contrôle continu du baccalauréat, également appelées E3C, histoire, géo, langue vivante ou encore mathématiques, autant de matières sur lesquelles les élèves de première vont plancher dans les prochaines semaines. Mais non sans mal car la réforme suscite de nombreuses critiques et nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et place maintenant à la campagne des municipales, avec aujourd'hui une étape à Colmar. Maire de la ville depuis 1995, Gilbert Meyer brigue un 5e mandat. En attendant de présenter sa liste et son programme, il a inauguré ce week-end sa permanence de campagne. S'il entend capitaliser sur son bilan, il compte aussi recueillir les propositions des Colmariens pour les intégrer à son programme. Nous voulons, au-delà de ce qu'est notre travail habituel, nous voulons aussi écouter ce que disent les uns et les autres, ce qui fait qu'à travers ces permanences où sont installés quelques militants, ils vont enregistrer ce que sont les souhaits des uns et des autres, encore pour enrichir notre programme, notre projet pour les 6 années à venir. D'abord, c'est l'ouverture de la permanence. Après, c'est la distribution du bilan de l'actuelle équipe. En deuxième information, ce sera l'équipe et les engagements. Et le projet fera l'objet d'un 3e journal. Et face à lui, plusieurs candidats se sont déjà déclarés. La République En Marche a investi Stéphanie Villemain, référente départementale du parti d'Emmanuel Macron. Le conseiller municipal Frédéric Hilbert se représentera à la tête d'une liste écologiste et solidaire. Enfin, Tristan Denéchaud, membre du MoDem, portera la liste Colmar pour tous. Lui aussi conseiller municipal et déjà candidat il y a 6 ans, il entend notamment redonner vie à Colmar. On assiste à la présence permanente du maire, donc du maire qui tient à rester, du maire sortant, M. Gilbert Meyer, alors qu'il avait promis en 2014 que ce serait son dernier mandat. Donc déjà, monsieur le maire ne tient pas parole, c'est un vrai problème, puisque comment vraiment faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas parole? Et puis nous voulons porter le renouveau. On ne propose pas une révolution, on veut capitaliser sur les acquis de ce qui a été fait. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, on ne peut pas dire le contraire. Mais faire entrer Colmar dans le XXIe siècle, une de nos devises, c'est rendre Colmar à ses habitants. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la ville est un peu confisquée par un petit groupe de personnes. Et c'est dans une ville de 70 000 habitants, c'est d'autant plus inacceptable. Et à Mulhouse, Loïc Mineri a dévoilé samedi matin sa liste Mulhouse Cause Commune. Retraités, enseignants, professeurs, étudiants et actifs en tout genre font partie des 55 engagés pour briguer la mairie de Mulhouse. Sur cette liste qui rassemble notamment les écologistes, Génération, la France Insoumise, le PCF ou Place Publique. Ce qu'on souhaite incarner, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes, donc moi-même en tant qu'Europe Écologie Les Verts, mais également Génération, le PCF, la France Insoumise, Alternative Autogestion et tous les citoyens mulhousiens rassemblés autour de nous. Le programme qu'on est en train de bâtir et qu'on va dévoiler prochainement, c'est surtout axé sur 3 urgences. L'urgence sociale, l'urgence écologiste et l'urgence démocratique. Pour avoir par exemple au niveau social le permis de louer, pour avoir également un encadrement des loyers si c'est nécessaire. Au niveau également par exemple de l'écologie, agir pour des transports gratuits, pour des transports durables. Et enfin l'urgence démocratique parce qu'il est temps de remettre le citoyen au cœur des décisions, de lui donner la possibilité de s'exprimer à travers des consultations, des référendums locaux. Et face à lui, Lara Million rallie derrière elle et l'étiquette La République En Marche plusieurs mouvements. La section mulhousienne du PS, Agir la droite constructive, le parti animaliste et le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter. À droite, c'est la maire sortante, Michèle Lutz, qui portera les couleurs des Républicains. Le Rassemblement national a investi Christelle Ritz. Régis Bachung sera lui candidat pour Unserland. Enfin, Fatima Yen portera la liste Osons Mulhouse. Nous y reviendrons dans les prochaines semaines. Et puis, on part maintenant sur le Rhin, observer les oiseaux. Alsace Nature et la Ligue de protection des oiseaux organisent depuis plusieurs années une croisière à la découverte d'espèces venues de Scandinavie ou d'Europe de l'Est. C'est des espèces venues trouver refuge sous nos latitudes pour l'hiver. Un reportage de Camille Roland. Embarquement immédiat pour une croisière sur le Rhin. Il est midi et à bord du Vineland Baden, plus de 200 personnes se pressent sur le pont pour partir à la découverte des oiseaux migrateurs en plein cœur de l'hiver. Et alors que sur les berges apparaissent les premières espèces, les plus curieux font leurs premières observations. J'ai capté un oiseau. Ouais, tu vas voir ce que c'est? Mais bon, celle-là on peut le faire. Un jet d'échelle. Regarde. Sur le pont supérieur, des lunettes et jumelles sont mises à disposition des croisiéristes d'un jour. Chaque année, ce rendez-vous traditionnel ouvre le bal des sorties d'Alsace Nature et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour aider les participants, une dizaine de guides sont présents et l'identification des espèces est plus ou moins évidente.
C'est tout à fait facile parce que justement il y a ceux qui sont blancs, c'est les morillons. Et les autres, c'est des milouins. Les milouins sont un peu plus difficiles à reconnaître, effectivement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer là? Un cormoran, je crois, d'après les infos que j'ai eues. Vous savez le reconnaître ou pas? Non, moyennement, étant donné que je débute un petit peu dans l'observation d'oiseaux. Donc c'est vrai que je me base beaucoup quand même sur les commentaires de nos guides. Là, je crois que j'ai trouvé 2 couples de colverts, je crois. Je reconnais surtout le mâle en fait, parce qu'il a la tête qui est verte. Et du coup, c'est simple. Des goélands leucophées flottant sur l'eau, quelques fulicules milouins et morillons cachés au milieu des canards colverts, ou encore un groupe de sarcelles d'hiver en plein vol. Ce sont plus d'une vingtaine d'espèces peu communes le reste de l'année que l'on peut observer le long du Rhin. En hiver, il y a un événement assez fabuleux qui est en fait la migration des oiseaux qui vivent dans les pays scandinaves et qui descendent vers des contrées un peu plus chaudes. Tout simplement pour pouvoir trouver gîte et puis couvert. Et il se trouve que l'Alsace et le Rhin, en l'occurrence, est un point de passage et d'hivernage important pour ces oiseaux-là. Ainsi, chaque mois de janvier, on comptabilise 70 000 oiseaux d'eau qui viennent trouver refuge dans nos latitudes, faisant de l'Alsace la 2e région d'hivernage des oiseaux en France, après la Camargue. Et les commentaires des 2 ornithologues à l'avant du bateau rythment la croisière. Des cormorans à tribord et tout le monde se presse de l'autre côté du bateau pour avoir le meilleur point de vue. Sur bâbord, vous pouvez voir 2 foulques macroules qui sont toutes noires, gris foncé, avec juste au niveau du bec une tache gris clair. Au fil de l'eau, le bateau remonte ainsi le Rhin depuis Kems jusqu'au pays des 3 frontières, aux portes de Bâle. On est passé par plusieurs endroits stratégiques pour les oiseaux, bien entendu. C'est des endroits où ils vont trouver surtout de quoi se reposer, d'être à l'abri de l'invasion humaine. De toute façon, ils trouvent dans le secteur suffisamment de quoi manger. Alors il y a un petit peu moins d'oiseaux cette année. À mon sens, le réchauffement climatique a aussi sa raison, dans la mesure où si les oiseaux trouvent de quoi se nourrir beaucoup plus au nord, ils ne vont pas poursuivre leur migration plus au sud. C'est pour ça qu'on en trouve un peu moins ici. Ils sont restés dans des régions un peu plus septentrionales. Pour les plus frileux, une salle chauffée leur permet d'observer les oiseaux bien au chaud tout en participant à des activités ludiques. De quoi sensibiliser le public à la protection des oiseaux par l'observation en milieu naturel. Après 4 heures de croisière, c'est mission accomplie. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée d'Oliviane. Et encore un classement pour les villes françaises. Cette fois, c'est le Journal du Dimanche et l'association des villes où il fait bon vivre qui classe justement ces dernières. 182 critères et 2 ans de travail sur les 34 841 communes de France métropolitaine et des vainqueurs dans 9 catégories selon la taille de l'agglomération. Et l'Alsace n'est pas à la fête pour une fois, alors que 3 villages mosellans s'imposent dans les catégories des tout petits villages. Connaissez-vous Peltre, Metz ou Saint-Julien-les-Metz? Strasbourg sauve l'honneur alsacien en se classant 11e des métropoles de plus de 100 000 habitants. C'est décidé, je déménage en Lorraine. Merci beaucoup Anna pour ce JT, on vous retrouve demain bien sûr. On va accueillir les invités de la première partie de cette émission, Marine Zis, avec qui on va parler santé et sport tout à l'heure, et Michel Defouel. Bonsoir, vous êtes professeur honoraire, président de l'association de lutte contre les maladies du foie. On va parler des hépatites qui font l'objet d'états généraux demain à Strasbourg. Tout ça juste après la météo de Célia. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mardi 21 janvier. Et c'est une très belle journée en perspective avec un joli soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Alors attention au lever du soleil du côté de Mulhouse, quelques brouillards et restez prudents sur la route, d'autant plus que les températures sont très fraîches, elles sont négatives sur l'ensemble du territoire. Jusqu'à -3 degrés prévu, ce sera pour le col de Saverne, Sarre-Union ou encore Mulhouse, -2 degrés pour le reste du territoire alsacien, la maximale -1 degré, et oui ce sera pour
Karlsruhe. L'après-midi, on reste sur cette belle lancée avec une après-midi très lumineuse, un joli soleil. Alors vous verrez peut-être quelques nuages bas de ci, de là, mais rien de bien méchant. Le brouillard, quant à lui, sera dissipé. Les températures ne grimpent que légèrement. En après-midi, comptez 3 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, 3 à 4 degrés, ce sera pour la région du Bade-Wurtemberg, 4 degrés également pour Bâle. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi et on reste toujours sur cette belle lancée lumineuse avec un joli soleil prévu sur l'ensemble du territoire et des températures stationnaires, 3 degrés pour l'Alsace, 2 à 4 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg, 3 degrés dans le nord de la Suisse. Mardi, nous serons donc le 21 janvier et nous fêterons les Agnès. Bonne fête à elle. Le soleil se lèvera à 8h11 pour nous dire au revoir à 17h09. On gagne encore 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Vous regardez 24 heures en Alsace, toujours en direct. On va parler de santé ce soir avec le professeur Michel Defouel. Bonsoir. Bonsoir. Professeur honoraire, puisque vous êtes jeune et fraîchement retraité. Vous êtes surtout aussi président de l'association de lutte contre les maladies du foie. Strasbourg accueille demain mardi des états généraux contre l'hépatite B, précisément. Un regroupement à l'origine, il y a beaucoup de gens du monde de la santé, des professionnels, des associations également. Tout le monde a déjà entendu parler des hépatites. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Quels sont les symptômes déjà? Alors, les hépatites, ce sont des maladies inflammatoires du foie qui sont liées à plusieurs agents, parmi lesquels des virus. Le problème des hépatites, ce sont des maladies qui sont volontiers silencieuses, sans symptômes, et de ce fait, c'est important de les dépister. L'hépatite B, c'est quand même plus de 1000 décès par an à peu près, entre 1000 et 1500 selon les Oui, 1500, selon les années. Et c'est environ 135 000 personnes infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi ces 135 000 personnes, 100 000 environ ne savent pas qu'ils sont infectés par ce virus. Ça veut dire que si on n'est pas touché, on laisse faire entre guillemets ou qu'est-ce qui... Si on n'est pas touché, on devrait tous se faire dépister par une prise de sang qui est tout à fait simple. Ça veut dire quoi? Je vais voir mon médecin demain matin et je lui dis au fait... Vous allez voir votre médecin et vous lui demandez un test de dépistage de l'hépatite B, également par la même occasion de l'hépatite C et du VIH, parce que ces 3 virus sont volontiers associés. Si je fais une prise de sang dans mon quotidien pour X ou Y raison, c'est des choses qui seraient détectées. Si j'ai fait une prise de sang récemment, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, c'est un message fort qu'on essaye de faire passer auprès des médecins généralistes d'une part, qui sont vraiment au cœur du dépistage, et auprès des patients également, hein, de manière à augmenter le dépistage des hépatites en France. Vous disiez, il n'y a pas de symptômes, mais du coup, comment, même si on va se faire dépister, après, comment la maladie, on la voit, on la remarque chez soi, elle est déclarée, qu'est-ce que ça impacte sur notre corps humain? Mais comme je le disais, elle est totalement silencieuse pendant très longtemps, et lorsqu'elle devient symptomatique, à ce moment-là, si je puis dire, il est trop tard. Parce que le problème de ces hépatites, c'est qu'après une dizaine, voire une vingtaine d'années d'évolution, elles peuvent évoluer vers des cirrhoses, voire des cancers du foie. Donc il faut les dépister à un stade précoce parce qu'on a des traitements tout à fait efficaces pour enrayer l'évolution de la maladie et empêcher l'apparition d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Vous êtes demain à Strasbourg avec de très nombreux professionnels de santé, ça vient vraiment d'un peu tous horizons, tous azimuts. Il y a aussi des associations un peu connues comme Aide, comme Médecins du Monde. Quand on parle d'états généraux, généralement, c'est que le sujet est grave. Ça veut dire qu'effectivement, vous appelez à une prise de conscience plus forte. Plus forte, oui. Tout à fait, plus forte, avec plus de dépistage, une meilleure prise en charge de la maladie. Et les états généraux organisés à Strasbourg demain seront consacrés essentiellement au parcours de soins. Et on va développer à ce moment-là toutes les étapes du dépistage jusqu'au traitement de l'hépatite B. Qu'est-ce que vous en attendez? Ça doit déboucher, j'imagine, sur des mesures concrètes. C'est quoi? C'est forcément des moyens, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation du public, des professionnels? C'est un peu tout ça. C'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'information. Et puis, finalement, un certain nombre de recommandations vont émerger de ces états généraux qui vont être organisés dans plusieurs villes en France. Comment toucher le public, en dehors du fait de venir sur Alsace 20 ce soir, mais comment sensibiliser les gens? C'est vrai que c'est un message qui peut être un peu diffus, on parle pas forcément de santé, comme c'est un mot qu'on connaît, mais comment faire franchir le pas? Un rôle très important des médias, et puis un rôle également très important des associations de patients,
Par exemple, SOS Hépatite en Alsace est vraiment au cœur du problème et a une mission d'information importante auprès des patients et du grand public. Est-ce que c'est lié aussi on a toujours l'impression, en vivant en France en 2020, que tout se soigne facilement, qu'il y a toujours l'hôpital derrière, que pour plein de maladies, il y a une solution. C'est un peu le courant, genre on se fait plus vacciner, on se fait plus vacciner ses enfants. Enfin, la santé est plus forcément pour beaucoup de gens une préoccupation ou un grave souci. Ça, c'est quelque chose qui vous alerte peut-être? Oui, tout à fait. Alors, 2 points. D'abord, l'hôpital, c'est pour les formes graves des hépatites. C'est vraiment une maladie qui peut être prise en charge au niveau de la médecine de ville. Il n'y a aucun problème. Et vous avez soulevé un point extrêmement important, c'est qu'on dispose d'un vaccin très efficace contre l'hépatite B qui vous protège. Et qui vous protège probablement à vie. Et il y a quand même un message très important à passer, c'est que maintenant, plus de 85% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés contre l'hépatite B. Et de ce fait, on devrait voir diminuer la fréquence de cette maladie dans les prochaines années. Ça se passe demain à Strasbourg. On peut rappeler en 2 mots, c'est pour les professionnels au départ, mais c'est tout à fait aussi ouvert au public. Les gens, les curieux peuvent venir chercher de l'information. C'est organisé par une association de patients qui est SOS Hépatite, mais c'est ouvert bien sûr à tous les professionnels de santé. Donc il y aura un public extrêmement divers et avec des recommandations, comme je le disais, à l'issue de ces états généraux. Merci beaucoup, Michel Defolle, d'être venu sur ce plateau ce soir. Vous restez encore avec nous et vous avez compris le message. Parlez-en à votre médecin surtout et faites-vous du coup dépister. Merci beaucoup, Marine. On parle sport dans quelques instants. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Et le lundi, on parle sport sur Alsace 20, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Au sommaire, elles ne portent pas le même maillot mais ont partagé le même terrain le temps d'une soirée. Retour sur le week-end handball 100% féminin au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Waterpolo zoom sur le club de Mulhouse qui affrontait le leader de National 1 samedi soir. Et un derby alsacien en rugby entre Strasbourg et Thann. Et on va parler football, on parlera également de plein d'autres choses, mais on va parler hand de fauteuil, notamment avec le tournoi qui se déroulait ce week-end à Célestat. On accueille Benjamin Brun et Franck Cossel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé tous les deux à ce tournoi de handball fauteuil, donc il y avait 9 équipes qui se sont retrouvées à Célestat, l'occasion de nous faire découvrir cette discipline. Comment la grosse particularité, on le redétaillera tout à l'heure, c'est que les gens en fauteuil jouent avec des valides, enfin on joue tous en fauteuil, mais il y a des valides et des gens en situation de handicap. C'est un mélange forcément un peu particulier. C'est un mélange particulier. Et l'avantage qu'on a, c'est que les personnes valides voient notre handicap, quoi. Benjamin Brun, ça donne forcément une ambiance, une touche un peu après cette discipline. C'est justement après l'aspect positif de la chose, c'est l'échange entre on va dire le milieu valide et le milieu handicapé. Donc du coup, l'handicapé, on va lui dire, ça va lui mettre un peu des coups de pied au cul pour lui montrer que la vie, elle avance, quoi. On peut faire plein de choses. Et à l'inverse, comme il disait Franck, le valide, il va se dire, tiens... ça ouvre les yeux un petit peu Tout à fait, des valides aussi. Vous restez avec nous, on en parlait bien sûr dans cette émission. On commence avec du football, Marine. Je vous emmène une petite piqûre de rappel pour si vous n'avez pas suivi la qualification du Racing. C'était en Coupe de France ce week-end. Ça va aller très vite avec Angoulême, un club de National 2 qui ouvre la marque sur son terrain. C'était samedi après-midi, la réaction du Racing en 10 minutes, le joli mouvement collectif et l'égalisation de Kevin Zoe. Et attention les yeux, le 1-2 entre Thomasson et Djoki et la frappe enroulée de Thomasson. Pleine lucarne, les Strasbourgeois qui enchaînent. Thomasson encore la très belle ouverture pour Ludovic Ajorc. C'est conclu par Bellegarde au 6 mètres. Et juste avant la mi-temps, ce joli coup franc et cette frappe encore pleine lucarne. Strasbourg a marqué 4 buts en 10 minutes, 4-1 et puis 5-1 finalement grâce à ce penalty marqué et obtenu par Ludovic Ajorc. Le Racing se qualifie donc pour les 8e de finale. Le tirage au sort, c'était hier soir. Le Racing se déplacera à Marseille pour son 8e de finale. Ça sera le mardi 28 pour conclure un mois de janvier complètement dingue. Regardez le calendrier du Racing de ce mois de janvier, 6 matchs, tous à l'extérieur. Il y a eu 2 qualifications en Coupe de France, une élimination en Coupe de la Ligue à Reims, une défaite à Metz en championnat. Et la suite, pour les 2 derniers matchs de janvier, déplacement à Monaco ce samedi soir. Et puis dès mardi, le 28, donc dans 8 jours, le déplacement sur la pelouse du Vélodrome. Pour retrouver la Méno, il faudra attendre le samedi 1er février et la réception de Lille Marine.
Basket, enjeu de taille pour la SIG qui se déplaçait ce week-end à Nanterre. Match entre le 8e et le 9e. Les Strasbourgeois sont en tête à la fin du premier quart-temps. Ils mènent 17-21, mais la suite est beaucoup plus compliquée. Dans le deuxième, ils encaissent 32 points. Les voilà alors menés 49-43 à la mi-temps. Et ensuite, des failles encore en défense et un manque de réussite en attaque. Les Sigmen s'inclinent 70-85. Cette défaite est la 5e consécutive en Jeep Elite et la 8e toute compétition confondue. Au classement, il faut regarder vers le bas, c'est plutôt inhabituel ces dernières années. La SIG se retrouve 10e à 2 victoires du top 8, synonyme de play-off, mais aussi à seulement 2 victoires d'avance sur le premier relégable. Prochain rendez-vous uniquement à domicile cette semaine pour les Sigmen. Ils reçoivent d'abord mercredi Sassari pour un match de Champions League et ensuite ce sera Orléans pour un match de championnat ce week-end. Ouais, il va falloir réagir rapidement du côté d'Uranus. Je vous emmène à la salle de la Rotonde à Strasbourg, une des grandes salles strasbourgeoises, son club résident, avec c'était l'événement du week-end, ce week-end de 100% handball féminin, samedi et dimanche, plusieurs affiches, dont en orange les filles de l'ASPTT Strasbourg, habituées à jouer les premiers rôles en National 1. Elles sont actuellement 4e. Elles recevaient Épinal en noir, un des mal classés, une seule victoire pour les Vosgiennes pour l'instant. L'ASPTT qui était devant pendant tout le match, mais qui s'est fait une grosse frayeur en étant rattrapée à 25 partout dans la fin. Elles ont plutôt bien géré, heureusement, les 3 dernières minutes. Et Marine, vous vouliez le selfie de la victoire la semaine dernière, le voilà. Les filles de Maxime Fistola s'imposent donc 29-26. Elles sont donc 4e à l'issue des matchs allés, à 2 points seulement de la 2e place. Et puis ça, c'était le premier des 2 gros matchs de la soirée. La plus belle affiche, c'était à 21h. Sur ces images, vous le voyez, la victoire le match entre les filles de l'ATH, la Renheim Trushersheim Handball en noir et Saint-Amand en jaune. Saint-Amand, c'est du lourd, un club relégué de l'élite qui veut remonter rapidement, leader avec une seule défaite cette saison. Et les filles de l'ATH, elles vont clairement jouer le maintien cette année, elles vont jouer les playdowns. On avait un petit peu peur avant ce match, et on avait tort. Les filles d'ATH ont sorti un très très beau match faisant jeu égal pendant toute la première mi-temps avec le leader. À la mi-temps 14 partout, le leader qui accélère Saint-Amand un petit peu en début de seconde période. Résultat, un 5-0 qui fait mal et qui leur permet de se détacher au tableau d'affichage, 19-15. Mais les Alsaciennes vont réagir et reviennent dans la partie. Elles recollent jusqu'à 24-24 à un peu moins de 5 minutes de la fin, grâce notamment à Dalila Abdeslam. 12 buts pour la capitaine de l'ATH samedi soir. Grosse performance, mais en manque de rotation. Les Alsaciennes finissent par craquer un petit peu sur la fin. Elles s'inclinent finalement 30-26, mais elles ont opposé une très très belle résistance pendant plus de 50 minutes au leader du groupe. Là, ça sera direction playdown donc pour les filles de la Renheim Trushersheim Handball. Écoutez tout de même Dalila Abdeslam, la capitaine, plutôt satisfaite malgré tout du contenu de cette rencontre. C'est une grosse satisfaction, on leur a tenu tête, c'est une équipe qui prétend monter en LFH. Qui vient de descendre. On n'a pas à rougir honnêtement de ce qu'on a proposé ce soir. On manque un peu de rotation, on est un peu cramé sur la fin, mais je suis fière de ce qu'on a proposé aujourd'hui parce qu'on a vraiment été des guerrières, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui vraiment je tiens à féliciter les filles et j'en profite aussi pour féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré pour nous offrir une belle soirée et surtout un beau week-end 100% handball féminin. Le sport féminin était donc à l'honneur ce week-end, l'occasion de parler également Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il n'y avait pas que des handballeuses, alors il y avait des handballeuses sur le terrain, mais dans les tribunes, il y avait plusieurs athlètes féminines de la région qui avaient été invitées. L'occasion de faire un petit point avec Charlotte Lembar, l'escrimeuse qui est sur la route de Tokyo. C'est plutôt bien parti pour elle, pour les JO. L'équipe de France est quasiment qualifiée déjà pour le Japon, pour les Jeux au Japon. Et elle, à titre individuel, est plutôt bien placée aussi pour avoir sa place en équipe de France. Elle était revenue très déçue et sans médaille des Jeux de Rio il y a 4 ans. Elle est toujours ambitieuse puisque l'équipe de France a été médaillée aux derniers mondiaux en 2017, en 2018 et en 2019. L'idée évidemment c'est de préparer au mieux cette dernière Olympiade. C'est aussi la dernière, donc je pense que je savoure aussi chaque instant de l'escrime que je vais pouvoir produire, du temps passé avec mes collègues, voilà, toutes ces choses et je pense que j'ai les capacités aussi de le faire et je suis avec un prépare mental depuis quelques mois. Et ça joue énormément aussi sur mes résultats. Et je pense que ça fait une grosse différence. Il reste 3 épreuves qualificatives pour les JO pour Charlotte Lembar et puis pour les autres sabreurs et sabreuses alsaciennes. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler ces prochaines semaines. Gros plan cette semaine, Marine, sur du waterpolo. On est habitué à suivre Strasbourg. Vous vous êtes intéressé du coup cette semaine au club de Mulhouse qui jouait ce week-end. Oui, ils évoluent en National 1. C'était la fin de la trêve pour eux. Ils accueillaient Aix-en-Savoie samedi soir à la piscine de Lilleberg à Mulhouse. Aix-en-Savoie, leader invaincu du championnat. Mulhouse en rouge est mené 3-1 après 5 minutes de jeu. Mais dans le deuxième quart-temps, ils reviennent
reviennent à égalité et parviennent même à passer devant. À la mi-temps, il y a 6 partout. Les jeunes Mulhousiens tiennent bon face à l'expérience des visiteurs qui ont pour objectif de rejoindre l'élite la saison prochaine. Et si je dis jeunes, eh bien c'est parce que dans l'eau, 80% des joueurs ont moins de 20 ans. Parmi eux, vous l'avez vu, le gardien Rémi Bournonville qui a 19 ans. Et dans le public, eh bien jeunes et moins jeunes. Quoi qu'il en soit, les gradins sont pleins. Et puis c'est souvent rare dans les piscines de France, surtout à ce niveau-là. Dans l'eau, c'est plus compliqué. Après la pause, Aix-en-Savoie accélère le rythme et Mulhouse est moins efficace en défense. Résultat, ils sont menés 7-12 au début du dernier quart-temps. Un écart de 5 buts que les Mulhousiens ne parviendront pas à réduire. Écoutez le capitaine de l'équipe. C'était pas facile. Après, à domicile, on était invaincus. On avait réussi à battre les 2e et 3e. On aurait pu faire mieux, mais je pense qu'on méritait quand même pas de gagner ce soir. Mulhouse se retrouve donc 7e au classement. Objectif de la saison, le maintien pour devenir un club solide de National 1 et pourquoi pas évoluer dans les prochaines années dans l'élite. Mulhouse a les capacités de le faire. La taille du bassin de Lilleberg permet de jouer dans les conditions du haut niveau. Ce n'est pas toujours le cas en National 1. Et le club est connu pour sa formation. 50% de l'effectif de l'équipe 1 est issu du club. De nombreux jeunes sont également partis jouer dans des clubs élites, voire en équipe de France. Il manque juste un petit détail, c'est l'argent. Le club a lancé une cagnotte en ligne pour recruter un entraîneur. On a un dynamisme incroyable avec les bénévoles et les parents du club qui se donnent énormément. Les jeunes qui s'entraînent tous les jours, les joueurs de l'équipe 1 qui s'entraînent tous les jours, malgré des emplois du temps pas forcément toujours faciles. Et à l'heure d'aujourd'hui, la seule problématique qui nous permet encore de passer une étape, c'est l'aspect financier. On manque encore de reconnaissance locale, on manque encore d'aide financière au niveau local, que ce soit les instances publiques comme privées. On a le potentiel et on a les capacités et vraiment c'est le point qui nous aiderait. Allez, on a parlé handball tout à l'heure, on va parler hand fauteuil avec nos invités Benjamin Brun et Franck Cossel du club de Célestat. Célestat, on connaît évidemment la version valide qui joue en Pro League. Il y a une section, alors il y a une section e-sport aussi au SHB, il faut le savoir quand même. Il y a une section hand de fauteuil. Marine, vous êtes penchée avec Vincent Bessière qui a fait les images sur le week-end de compétition de ce week-end. Cette section, justement, elle existe depuis la saison 2014-2015. Ce week-end, du coup, le club organisait la 5e édition du tournoi de hand fauteuil. 9 équipes venues de toute la France se sont affrontées. Alors dans les équipes, on le disait en début d'émission, au moins 2 personnes à mobilité réduite, mais aussi des valides. Les règles restent quasiment les mêmes qu'au handball traditionnel. Seul changement, 5 joueurs de champ au lieu de 6 habituels. Des buts un petit peu plus réduits et des petites particularités concernant les marchés et reprises de dribble dues au fauteuil. Côté compétition, 2 équipes célestadiennes engagées. Le SAHB 1 remporte la compétition avec 10 victoires, 1 nul et une seule défaite. Et l'équipe 2 termine, elle, 6e. Alors, c'était pas une première de remporter ce tournoi, vous l'avez déjà fait l'an passé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas la première fois qu'on le remporte chez nous à domicile, quoi. Il fallait rester maître à domicile, c'est aussi un des... ouais, ça fait du bien de gagner à domicile. Après, il faut dire aussi que c'est une étape du challenge, donc c'était la 3e étape pour la poule Nord, et on a fait un peu un faux départ par rapport aux autres saisons, où le premier tournoi contre le... on est passé à côté, donc du coup, là, la victoire a été vraiment essentielle, quoi. Jusqu'où on peut aller une fois qu'on a fini cette première phase, il y a une... du coup, il y a une phase finale, enfin des finalités, du coup, qui regroupent toutes les équipes, donc de la poule Nord et de la poule Sud. Donc il va y avoir une finale haute entre les premiers de la poule Nord contre les premiers de la poule Sud, et une finale basse entre les derniers de la poule Sud contre les derniers de la poule Nord. Et ça se passera à Besançon fin juin. Ouais. Le niveau en France, alors, il est comment? Il y a de grosses disparités en fonction des régions ou c'est à peu près... Maintenant, ça s'égalise. Ouais. Il y a encore 2-3 ans, il y avait un petit écart, mais maintenant, au fur et à mesure, le sport prend de l'ampleur. Donc indirectement, le niveau augmente. Et là, actuellement, ça commence à être serré, quoi. La particularité, on le disait en introduction, c'est que, comme dit, il y a des valides qui se mettent en fauteuil pour jouer avec vous. C'est une obligation faute de joueurs ou c'est vraiment un parti pris spécifique à cette discipline au départ? Ouais, je dirais que c'est un peu des deux. Ouais. C'est un parti pris justement parce qu'à la base, il faut savoir que ça part du hand d'ensemble, donc qui regroupe un peu tous les handicaps, qui regroupe aussi tout ce que le hand valide de compétition ne peut pas prendre en quelque sorte. Et au fur et à mesure, ça fait quelques années que ça existe, ça s'est développé et nous on a décidé de privilégier le côté compétition parce qu'on ne verrait pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Et donc du coup, on commence à monter les règles. Là, à l'heure actuelle, c'est 2 handicapés minimum sur le terrain. Après, on espère pouvoir monter plus de handicapés sur le terrain et voir peut-être à terme une sélection. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer avec la fédération, donc c'est plutôt bon signe.
Franck, on le voit dans le jeu, c'est très proche en fait du handball valide classique entre guillemets. Enfin, ça se rapproche beaucoup. Pour les valides, ça fait pas forcément beaucoup de changements en termes de jeu en tout cas. En termes de jeu, non. Pour les valides, le plus dur, c'est l'apprentissage du fauteuil roulant, ce qui est totalement normal. Mais après, c'est vrai qu'on utilise les mêmes règles. Hein. Je veux dire, ça reste du handball, quoi. On n'a pas nos propres règles et on veut se baser, à la base, on veut faire du handball. Donc on veut se baser sur les règles du handball, quoi. Et comme au handball, il y a beaucoup de contacts. Je vous propose de regarder ces images. Alors, des contacts entre fauteuils. Et puis, il y en a pour qui les contacts sont plus ou moins durs. Et ça va même jusqu'à la chute. Regardez cette action. Voilà, avec quelqu'un qui est tombé et qui a même eu du mal à se relever. C'est costaud sur le terrain. On aimerait que ça soit même encore un peu plus costaud. Après, le cas, c'est que voilà, comme on est en cours de développement. Moi, j'ai eu la chance par avant de faire du handi-basket, parce qu'à la base, je suis un joueur de hand et suite à mon accident, je cherchais un sport collectif à faire, donc, en l'occurrence du handball, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai commencé par du basket et à l'heure actuelle, le basket pour moi a plus de contact que le handball. Après, le handball est encore en train de se développer, donc on espère que ça avance. En tout cas, ça en prend la bonne direction, c'est plutôt chic. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est le cliché, entre guillemets, les gens en fauteuil maîtrisent évidemment dans le fauteuil et les valides arrivent à parfois éclater. Parce qu'il y a des joueurs de handball valide qui vous rejoignent aussi, qui jouent parfois en valide et qui jouent en valide et en handi. Après, donc, du coup, ils vont avoir la particularité d'avoir la vision de jeu, voilà, de savoir comment ça se passe. Par contre, ils auront la maniabilité du fauteuil en moins. Et du coup, voilà, ça se complète à quelque part. Et du coup, le but, c'est justement, en gros, comme dans la vie, quoi, que l'handicapé puisse aider le valide et que l'inverse se passe aussi. Enfin, voilà, c'est donnant-donnant et c'est sympa, quoi. Après, pareil aussi, c'est mixte homme-femme, c'est intergénérationnel, il y a aussi bien des enfants que des adultes, donc on va dire c'est une bonne ambiance. Après, on aimerait bien que ça devienne un peu plus compétition quand même, mais ça viendra à terme quand la Fédé aura décidé de développer un championnat. Ouais. Justement, la discipline n'est pas encore reconnue par la fédération ni handisport ni de handball. Alors, c'est pas vraiment qu'on n'est pas reconnu, on va dire qu'on fait quand même tout ça sous l'effigie de la fédération. Par contre, on ne peut pas faire de championnat parce que pour le championnat, il faut que la Fédé approuve cela. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est encore un challenge, mais il va y avoir des élections au niveau des instances fédérales. Donc, ça risque de bouger. En plus, on aura Paris 2024 avec les Jeux paralympiques. C'est peut-être l'occasion, effectivement, de mettre présenter un nouveau sport. Donc on verra, il y en aura peut-être des surprises. Une place à prendre effectivement. Juste un mot aussi sur le fait d'être une section du Célestat Alsace Handball, l'équipe historique entre guillemets du hand alsacien. Ça apporte quelque chose, c'est un plus, c'est un choix du club aussi au départ. On voit c'est les mêmes maillots, c'est les tenues, même logo. Ça c'est voulu, en gros on va dire c'est la famille du handball. Ouais, après le fait d'être dans le SAHB, ça a plusieurs points positifs. Déjà le fait d'être dans une maison de handball. Donc on a déjà toutes les infrastructures qui sont faites pour, on a des gens formés dans le handball qui sont là aussi pour nous épauler. Et puis à côté de ça, Célestat, on a aussi la position Centre-Alsace qui nous permet aussi, niveau handicap, de pouvoir, on va dire, essayer de recruter toutes les PMR d'Alsace, voire plus loin si on peut. Le but du jeu, c'est dans le sport handicap, ce qui est compliqué, c'est que le sport ne vient pas à ta porte. Toi, en tant en situation de handicap, c'est à toi de faire le geste d'aller vers un sport. Donc l'avantage stratégique, c'est que Célestat, c'est au milieu de l'Alsace, quoi. Donc on peut prendre le Bas-Rhin, Haut-Rhin, c'est ça l'avantage. C'est plus simple d'attirer des joueurs ça, du coup. Ça c'est sûr. Vous restez avec nous tous les deux, je vous emmène faire une petite pause, si on peut dire, du côté du rugby, avec un derby en honneur, la 6e division entre le Strasbourg, lapsus intéressant, le Strasbourg Alsace Rugby, qui a pris la suite du Rugby Club de Strasbourg, qui avait été liquidé il y a quelques mois. Derby contre Tannes en noir, les ambitions évidemment ne sont pas les mêmes. Strasbourg qui est reparti avec deux entraîneurs, anciens joueurs pro, et surtout avec un gros vivier de ces jeunes qui font une saison épatante en honneur, un petit peu surdimensionné pour l'occasion. Les Strasbourgeois qui se sont régalés dans ce derby avec une grosse pression de leur coach pour qu'il soit sérieux jusqu'au bout, mais grosse domination des Strasbourgeois qui ont marqué 3 essais dans les 7 premières minutes. Dès le départ, ça a été très compliqué pour les Haurinois qui ont quand même tenu à jouer le jeu, à ne jamais fermer, à tenter de percer la meilleure défense du championnat. Effort récompensé à la demi-heure de jeu pour Tannes qui va tout de même encaisser 9 essais rien que dans la première période. Le score évidemment et le bonus étaient en poche depuis longtemps pour Strasbourg qui ont continué à dérouler. Strasbourg leader, 8 victoires, 1 nul, meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Évidemment, il n'y avait pas photo sur le pré-score final pour les Strasbourgeois. 14 essais au total finalement et 90 à 7
pour les Alsaciens, avec une mention pour leur buteur Louis Flavier, 18 ans seulement, auteur d'un joli 10 sur 14 au pied et plus de transformations qui ont fini sur le poteau. Ça se finit comme d'habitude dans le bon esprit du rugby. Les choses sérieuses pour Strasbourg, il faudra attendre la mi-mars pour le début des phases finales pour tenter de briguer, pourquoi pas, la montée en Fédéral 3, rejoindre Colmar, Haguenau et Ilkirch. On écoute Nicolas Kaiser, l'un des entraîneurs de ce club strasbourgeois. On est dans les clous de ce qu'on s'était fixé. Pour l'instant, on est toujours invaincu, mais on ne se satisfait pas de ça. Il y a une deuxième phase qui arrive avec 4 équipes qui auront fini dans les 2 premières de chaque championnat. Et là, les vrais, ça sera en guise de phase finale. Ça sera une phase finale. Hein. Le premier montera. Donc il faut continuer. C'est pour ça qu'on est exigeant avec eux, parce que les gros matchs vont arriver et il va falloir qu'on soit prêt le jour J. On n'aura pas le droit à l'erreur sur la deuxième phase. Et on suivra bien sûr l'aventure des Strasbourgeois dans ce championnat. Marine, on passe à la crème des réseaux, l'actualité sportive vue sur Internet et ailleurs. C'est tout de suite. Alors ce soir, une question. Quels critères permettent de dire qu'un sport est un sport? Voilà, vous avez 6 heures. Non, je blague. Je vous propose de regarder ces images et on en parle juste après. Niche qui pousse Bacroute qui ne touche pas Erlaché. Mais comment il fait Yann Erlaché pour tenir la voiture? Regarde la roue arrière, elle va dans tous les sens. Je ne sais pas comment Dernier tour pour cette finale et Erlaché toujours devant le groupe de furieux. Vous l'avez entendu, il s'agissait d'un Alsacien, Yann Erlaché, qui participait ce week-end à une course de voiture électrique sur glace. Alors pour vous, c'est un sport, ça? Ah oui. Oui, totalement, oui. Mathieu aussi? Je vois où vous voulez en venir. Vous voulez dire qu'on est assis dans la voiture, c'est ça? Non, mais la question elle est ouverte. On parle de sport auto et de sport mécanique, c'est vrai. Ok, bah alors c'est un sport. Image suivante, regardez. Avec sa voiture blessée, mais il continue quand même. C'est le pauvre cerf qui est attaqué par les... On va revenir. C'était pas celle-ci, décidément on aime bien les courses auto. Regardez maintenant les bonnes images. Alors ce sont des Alsaciens aussi qui participaient ce week-end au championnat du Grand Est de danse de salon. Ça se passait à Mulhouse. Alors pour vous, danse, sport, pas sport? Ouais, sport. Ouais, ok, bah, à l'unanimité, sauf pour Mathieu, parce qu'à la rédaction... Je ne me suis pas prononcé. Ouais, je vous demande. Ils sont épatants, les deux. Oui, c'est des très jeunes Mulhousains qui sont très très forts, qui iront au championnat de France de danse de couple, justement, qui sera organisé en mai à Mulhouse. On passe à une autre discipline, regardez. Donne-nous une deuxième, s'il te plaît. Regarde, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'était des images de ce week-end au Colmar eSport Show. Plus de 1000 compétiteurs étaient réunis au parc des expositions. Alors pour vous, le gaming, sport, pas sport? Joker. À partir du moment où il y a de la compétition, pour moi, c'est toujours du sport. Ouais. Ah, ça c'est une bonne pirouette, j'aurais dû prendre celle-là. En plus, il ne faut pas vous fâcher, parce qu'à Célestat, il y a la section comme dit en fauteuil, il y a aussi la section e-sport. Ne vous fâchez pas avec les copains du club. Bon voilà, c'était un débat qui reste encore ouvert. En parlant justement de e-sport, regardez ces images. On a pu voir dans les allées du show des gens qui jouaient au sabre, mais on a aussi pu voir ça. Regardez, c'est un peu plus spécial, ça c'est moins sport, je pense par contre. Je crois qu'il a dit oui. C'était une demande en mariage d'une femme pour un homme. Les rôles étaient inversés. C'est ça le monde moderne, Marine. Faites pas votre choqué là. Donc là, le sport, la danse, vous suivrez, c'est décidé? Ah oui, moi je serai là au championnat de France, j'irai. Vous participez ou... Non, j'irai filmer. Vous irez filmer, impeccable. Merci beaucoup, Marine. Allez, 2 petites minutes avant de se quitter, on termine avec nos invités. On parlait de hand-fauteuil après cette compétition à Célestat. La suite de la saison, du coup, c'est cette victoire à Célestat, elle vous remet en course pour la qualif, pour les finalités? Ah oui, totalement, ouais. Ça nous remet bien en course. Ouais. On aura encore un plateau du côté de Saint-Marcel-Vernon au courant avril, il me semble. Et puis après, ça sera direction les finalités fin juin. Ouais.
On arrive à combien de joueurs déjà il y a dans le club, comment on arrive à faire une équipe en étant présent au quotidien à l'entraînement, pas forcément en termes de logistique, de déplacement, etc. C'est forcément toujours plus compliqué pour une équipe. Surtout les déplacements, parce qu'effectivement, en plus de transporter les joueurs, il faut qu'on puisse transporter tous les fauteuils. Donc on se doute bien quand. Parce qu'il y a deux fauteuils, pardon, il y a le fauteuil, le fauteuil de déplacement tous les jours et le fauteuil de sport. Donc quand on transporte une personne handicapée pour jouer sur un tournoi, on a son fauteuil de ville et en plus son fauteuil de sport. Et donc ça commence à faire pas mal. Après, comme dit, c'est là où aussi on a la chance d'être au SAHB, c'est qu'il y a déjà des minibus. Donc quand ils sont dispo, on peut les utiliser. Et voilà, après sinon c'est comme un peu tout qui commence, il faut qu'on trouve les moyens d'y arriver et de se débrouiller pour pouvoir parvenir à nos fins, quoi. Et si on cherchait toujours des joueurs, s'il y a des joueurs handis, mais aussi on a compris que si les joueurs valides pouvaient venir. On en cherche plus des handis, mais après c'est ouvert à tout à tout le monde. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Marine, vous voulez essayer après la danse Pourquoi pas essayer tout ou presque. Pas de souci. Samedi matin pour les chevilles. Mais il y a quand même des particularités au niveau du fauteuil quand même. Tout à fait, ouais, sur les fauteuils de sport, on va avoir un carrossage pour qu'il soit plus maniable et après ça va dépendre aussi de l'handicap de la personne. De la personne, du gabarit de la personne qui est dessus, ça va être vraiment lié par rapport au centre de gravité, de tout bien calculer. C'est assez technique. Ouais. Une fois qu'on maîtrise, il faut une bête de course. Avis aux amateurs en tout cas, si vous voulez rejoindre, que ce soit handicapé ou valide, vous pouvez donc rejoindre la section hand fauteuil du Célestat Alsace Handball. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter cette discipline ce soir. Puis on suivra évidemment la suite et la fin de cette saison pour vous. Marine, on vous retrouve lundi prochain. Oui. On parlera danse, promis. C'est un long combat. Je vais être accusé d'un machisme horrible. Allez, on va continuer ce débat hors plateau. On s'arrangera, et puis si elle n'est pas là lundi prochain, vous saurez pourquoi. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. On va se quitter avec une émission un petit peu particulière dans le grain de sel de ce lundi soir. Nicolas Riffel avait rencontré il y a quelques années Frédéric Morisset, ce chef qui est décédé la semaine dernière. En hommage, quelque sorte, on rediffuse cette émission. Excellente soirée à toutes et à tous. Je suis à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Je vais vous faire découvrir une ancienne brasserie datant de 1906. Je suis avec Jean-Christophe Touzeau, propriétaire de la Villaka. Comment ça va Jean-Christophe? Salut Nicolas, très très bien, content de t'accueillir. Raconte-nous un peu l'histoire de cette brasserie du début du XXe siècle. Écoute, tu sais, donc comme tu l'as dit, c'est une ancienne brasserie. Ça a été acheté par un monsieur qui s'appelait Monsieur Katz, d'où la Villaka, le cas de Katz. Ça a été ensuite une ancienne menuiserie, puis un stockage de bois, une écurie. Donc ça a été transformé en hôtel en 2005, puis par nous en 2011, puisqu'on a tout racheté, tout refait. On avait besoin aussi d'un restaurant, donc on a ouvert un bistrot dedans en 2013, l'année dernière, en septembre. Alors, ouverture en 2011 de l'hôtel. Donc, quelle âme avez-vous voulu donner ici à la Villaka? Alors, si tu veux, aujourd'hui, l'hôtel, il est, tu l'as vu, c'est un bâtiment ancien. Donc, on a conservé toute l'enveloppe ancienne extérieure et on est en très, très, très contemporain à l'intérieur. Donc, tu as que des chambres aujourd'hui. D'abord, il y a deux styles de chambres. Un style plutôt Zebrano tech et un autre style très contemporain, plutôt blanc et comme ça se fait beaucoup maintenant. Et on est effectivement très design. Bon Jean-Christophe, emmène-moi dans la salle du resto. Allez. Alors Jean-Christophe, moi ce qui m'a marqué en arrivant dans ton établissement, c'est surtout ce restaurant. Je sais toujours pas comment l'appeler, salle, cave, mix des deux. Écoute, c'est tout simplement, Nicolas, un bistrot. Tu vois. Alors c'est simple, c'est venu de l'association avec un ami qui s'appelle Fabrice Renner, qui est caviste à Saint-Louis, où on voulait trouver un endroit où on puisse manger du bon produit et des bons vins. On a ouvert ce petit restaurant de 38 places avec une déco un petit peu différente parce que tu vois, on est sur des poutres de chêne qui viennent de wagons. On est sur des lustres qu'on a fait nous-mêmes avec des caisses de vin. Il y a du vin partout. La thématique, tu vois, elle semble assez évidente. C'est le vin, le bon vin et c'est la bonne assiette. Bon bah, on parle cuisine. Moi, je vais retrouver le chef Frédéric. On se retrouve tout à l'heure. Ok, salut. À tout à l'heure. Je suis avec le chef Frédéric Morisset. Ça va Fred? Très bien. Bon,
Tu nous as concocté un petit truc parce que pour l'instant je vois que c'est vide là tes casseroles où on cuisine ensemble. Comment ça se passe là? On va commencer bientôt les fêtes de fin d'année, donc j'ai voulu préparer un truc un petit peu sympa avec la Saint-Jacques, un produit noble, avec une saucisse Iri qui est une saucisse qui vient de Saint-Louis, qui est fabriquée à Saint-Louis. C'est une saucisse crue à base de cumin et qui est fumée. D'accord. Et on va en faire une petite chips, ça. Juste pour le petit clin d'œil d'un produit de Saint-Louis. Excellent, super. Donc maintenant on va commencer par préparer les Saint-Jacques. Donc c'est des Saint-Jacques en coquille. Donc en fait on l'ouvre, après on va retirer tout ce qui est intérieur. Après juste avec une cuillère on retire. Et là il y a une petite partie qui est là, en fait c'est le nerf qu'on va retirer. On va préparer le coulis de chou-fleur. Donc j'ai commencé à préparer les choux-fleurs, on va juste les couper grossièrement. On va les cuire dans une chauffante. Donc une chauffante c'est une casserole d'eau bouillante salée. On va les cuire 4-5 minutes et après on va les mixer pour faire le coulis de chou-fleur. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Mais en fait, ça, Nico, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est les saucisses Iri, un produit de Saint-Louis. Donc en fait, là, on va la couper vraiment très fin pour faire des chips simples. Donc là, après, on les pose sur un papier sulfurisé et après, on va les cuire au four. On va mettre la feuille de papier sulfurisé comme celle-ci pour éviter que ça colle l'un comme l'autre côté. Et après, une plaque sur le dessus pour éviter que les saucisses se vrillent en fait. D'accord. Et là, juste pour apporter un petit peu de croquant au plat, j'ai des betteraves qui sont jaunes. D'accord. Donc on va juste les préparer, elles sont épluchées, crues. Et on va faire des beaux carrés, bien réguliers. Les betteraves, on va juste les mettre à mariner un tout petit peu avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et là, on va commencer à poêler les Saint-Jacques. On a tous nos éléments qui sont prêts. Après, on n'aura plus qu'à faire le dressage. On les assaisonne. On va mettre un petit peu de beurre frais. Et on va arroser les Saint-Jacques avec le beurre. Tous nos éléments sont prêts. Il ne reste plus que le dressage à faire. Donc voilà, Nicolas, le plat pour les fêtes de fin d'année. Saint-Jacques rôti. Coulis de chou-fleur, saucisse Iri en chips, un petit plat léger pour une petite entrée. C'est parfait ça. Merci Fred, ciao. Salut. Encore un grand merci pour votre accueil et bon vent pour la suite. C'est nous que te remercions Nicolas et on y va. Hein. À très vite. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site tarsas20.tv, également sur le site de julienbins.com. Et ici, ils connaissent le mot de la fin, Saint-Louis. Et surtout... Ne soyez pas sages!